Marchons au pas, camarades, marchons au pas hardiment, par-delà les fusillades, la liberté nous attend. Par-delà les fusillades, la liberté nous attend. Place aux vrais fils de la terre, place aux enfants du labeur. Affranchissons tous nos frères, sera le cri des vainqueurs. Affranchissons tous nos frères, sera le cri des vainqueurs. Alors, là, on chante petite chanson du folklore communiste. Marchons au pas, camarades, bref. Là, c'est pour mettre un peu en introduction le Marchons au pas, camarades. Camarades et citoyens, bonjour, déjà. Eh bien, l'idée de marchons au pas, camarades, de voyez les communistes, vous êtes disciplinés, qu'on nous reproche ça, c'est marrant, parce que quand on voit aujourd'hui certains gauchistes qui sont pas forcément très disciplinés, mais sur le fait qu'on nous accuse d'être d'horribles dictateurs, hein, d'horribles dictateurs staliniens, en tout cas pour ce qui est du courant marxiste-léniniste. L'URSS est généralement classé comme régime à parti unique. Qu'est-ce qu'un régime à parti unique? Est-ce que c'est un régime dans lequel il y a un seul parti, un régime dans lequel il y a un seul parti qui est au pouvoir? Est-ce que ce régime, ce parti unique est un parti de fait unique parce qu'il n'y a pas d'autres partis qui sont créés? Est-ce que c'est lié est-ce que c'est obligatoire? Est-ce que c'est lié au droit? Et justement, c'est du droit que nous allons parler. C'est du droit. Le débat n'est pas de savoir, c'est vous ensuite d'en déterminer plutôt la suite, si l'URSS c'est la parfaite démocratie soviétique, avec des soviets, tout le pouvoir aux soviets, oui, les travailleurs ont tout le pouvoir, ou si c'est une horrible dictature stalinienne avec le parti et la nomenclatura. La vérité peut-être un peu plus complexe et nuancée que ça, mais ce que nous allons faire, c'est que nous allons nous intéresser au texte. Et en termes de texte, un texte constitutionnel qui est la Constitution de 1936 sur cette question de parti unique. Et voir ce dont il s'agit. Ce dont il s'agit. Alors, dans un premier temps, il faut se demander, c'est quoi un parti politique? Un parti politique, c'est une association de personnes qui discutent politique et qui présentent, en l'occurrence, des candidats à des élections ou voilà, qui agit, qui non seulement parlent, réfléchissent, pensent la politique et la mettent en pratique via entre autres l'envoi de candidats. Après, on va me dire qu'il y a des partis révolutionnaires ou réformistes, partis aux élections qui font des actions type manifestation et compagnie, mais c'est une organisation avec des gens qui se réunissent autour de valeurs communes, parlent politique, on peut parler de clubs si on parle à certaines époques, mais qui parlent politique, qui ont des valeurs communes, qui essaient de les promouvoir et de les mettre en application. Ça peut être une association. C'est une forme d'association, particulière d'association, puisque c'est une forme d'association politique, enfin, au sens politique politicien, et dirons-nous. Voilà. Comment se déroulent des élections également? Enfin, quels sont un parti politique il faut qu'il ait aussi une certaine marge de manœuvre en termes de moyens, de liberté, de la presse, d'expression, etc. Donc, on va s'attarder sur cette question-là. Ok, camarades?
Oui, c'est quoi ça? Ah, ça c'est câble USB, je crois. Ouais, c'est le câble USB de mon téléphone que je suis en train de recharger, désolé pour le bruit. Donc, on parlait de liberté d'association. Et même, j'ai évoqué la question des moyens matériels. Nous avons l'article 125. Qu'est-ce que dit l'article 125 de la Constitution 1936? Conformément aux intérêts des travailleurs et afin d'affermir le régime socialiste, sont garantis par la loi aux citoyens de l'URSS la liberté de parole, petit a, la liberté de parole, petit b, la liberté de la presse, petit c, la liberté des réunions et des meetings, petit d, la liberté de cortège et de démonstration de rue. Enfin, manifestation en fait. Ces droits des citoyens sont assurés par la mise à disposition des travailleurs et de leurs organisations, des imprimeries, de stocks de papier, des édifices publics, des rues, des services de PTT et d'autres conditions matérielles nécessaires à la réalisation de ces droits. Déjà, on a quand même quelque chose qui non seulement garantit pour ces organisations-là, les associations, en tout cas dans le droit du moins, une liberté formelle et ce qu'on appelle une liberté réelle, qui est de disposer des capacités matérielles pour mettre en exercice ces libertés formelles. Article 126, ça va être plus technique. Conformément aux intérêts des travailleurs et afin de développer l'initiative des masses populaires en termes d'organisation, ainsi que leur activité politique, le droit est assuré aux citoyens de l'URSS de s'associer en organisation sociale, syndicats professionnels, unions coopératives, organisations de la jeunesse, organisations sportives et de défense, sociétés culturelles, techniques et scientifiques, alors que les citoyens les plus actifs et les plus conscients de la classe ouvrière et des autres couches de travailleurs s'unissent dans le Parti communiste de l'URSS, qui est l'avant-garde des travailleurs dans leur lutte pour l'affermissement et le développement du régime socialiste et qui représente le noyau dirigeant de toutes les organisations de travailleurs en tant social que d'État. Alors là, c'est la partie assez complexe, confuse et ambiguë. Parce que d'un côté, on reconnaît une liberté d'association, en citant tout cela, mais d'un autre côté, on met en avant le rôle dirigeant du Parti communiste, d'un parti en particulier. Alors, un parti d'avant-garde a souvent pour mission d'éduquer les masses, pas forcément de diriger. Le principe, c'est d'avoir des écoles du parti qui enseignent aux militants la bonne marche des choses et pour qu'ils puissent mener à l'institution du socialisme, du communisme. Et donc, il faut mieux avoir des militants qui soient un minimum formés. Le processus éducatif, avant, pendant la Révolution, il y en a un après également, parce qu'il y a un affermissement celui-là. Là, le problème, c'est qu'on nous mentionne le noyautage et le rôle particulier du Parti communiste de l'Union soviétique, un rôle officiel. Admettons que le Parti communiste a un rôle officiel, un rôle mis en avant, ça n'empêcherait pas forcément l'existence d'autres partis. Il n'est pas mentionné que sont interdits l'existence d'autres partis. Il est mentionné en revanche que le Parti communiste, il contrôle, qui noyote, qui est le noyau dirigeant de toutes les organisations de travailleurs. Bon, on pourra toujours me reprocher les contre-pouvoirs sur ce point-là. En revanche, on maintient bien et bien l'idée que les travailleurs ont le droit de s'organiser de diverses manières, en divers types d'associations, ce qui est quand même déjà assez intéressant à noter.
Alors là, ça, ce sont des droits et devoirs fondamentaux des citoyens. Là, on était sur ces droits et devoirs fondamentaux. Il y a dans tout ceci ceux à l'instruction, le droit au repos, le droit au travail, euh, les droits égaux l'égalité des droits entre les hommes et les femmes, le fait que l'égalité en droit des citoyens sans distinction de nationalité ou de race, donc sans distinction ethnique. Article 123 à égalité des citoyens de l'URSS sans distinction de nationalité et de race dans tous les domaines de la vie économique, publique, culturelle, sociale, politique et du droit immuable. On va continuer à la suite de la citation. La liberté de conscience, la séparation de l'Église du l'État, bon voilà, l'inviolabilité du domicile, le secret de la correspondance, donc un grand nombre de droits fondamentaux ainsi que des devoirs comme le service militaire. Bon, il y a beaucoup de régimes politiques qui mettent en avant en termes de citoyenneté le service militaire. Nos sociétés, c'est vrai que ça sera un peu différent. À tort ou à raison, là n'est pas le sujet. Euh, un droit et un devoir au travail. Hein. Euh, un droit et un devoir au travail, puisque chaque citoyen de l'URSS est tenu d'observer la constitution de l'URSS, d'exécuter les lois, d'observer la discipline du travail, de remplir honnêtement son devoir social, de respecter les règles de la vie en société socialiste. Passons. Ce qui nous intéresse, c'est la suite. Parce que là, on était sur la partie des droits et devoirs fondamentaux, avec cette question de la liberté d'association et rôle du Parti communiste. On va parler des élections. Bon, alors on a l'article 136 qui stipule l'élection au suffrage égal pour chaque citoyen une voix. Le droit d'être élu et d'être élu pour toute personne citoyen ayant servi dans l'armée rouge, en article 138. Les élections au suffrage direct, article 139. Le secret du suffrage universel, article 140. Ça, c'est très important quant à la pression qui peut être faite sur une personne. Il y a l'article 142 qui parle de les responsabilités des députés envers leurs électeurs, hein, qui est assez important. Chaque député est tenu de rendre compte aux électeurs de son travail, du travail du soviet de députés, des travailleurs, et peut être appelé à tout moment sur décision de la majorité des électeurs sur la procédure établie par la loi. Donc là, cette question démocratie, c'est pas mal. Hein. Mais là, je vais nous attarder sur l'article 141 de la Constitution de 1936. Là, on nous parle, quand on parle de régime à parti unique, on entend problème quant au contre-pouvoir et à l'alternance démocratique. Parce que le parti contrôle qui est-ce qui peut... le parti, outre le fait d'être un club de discussion politique, c'est aussi une organisation qui permet à des candidats de se présenter aux élections. Or, qu'est-ce que nous dit l'article 141 de la Constitution de 1936 ? Il nous dit ceci. Aux élections, les candidatures sont présentées par circonscription électorale. Okay. Le droit de présenter des candidats est garanti aux organisations sociales et aux organisations de travailleurs, aux organisations du Parti communiste, bon, évidemment, sans doute, aux syndicats, aux sociétés coopératives, aux organisations de la jeunesse, aux sociétés culturelles. Donc il n'y a pas que le Parti communiste, mais il y a aussi les syndicats, les coopératives, les organisations de jeunesse et les sociétés culturelles. Donc il n'y a pas que le parti qui peut envoyer des candidats. On peut toujours me renvoyer que ces organisations ont des liens avec le parti. Mais vous avez la possibilité, hors du Parti communiste, d'envoyer des candidats aux élections. Banco, le parti n'a pas tout le pouvoir. Alors il en a quand même beaucoup.
hein, mais vous voyez bien, les coopératives, les syndicats, organisations de jeunesse, sociétés culturelles, ils peuvent envoyer des syndicats, des candidats, pardon. Toujours est-il qu'on pourra dire que par rapport à un parti politique, en termes d'alternance démocratique, on combine le fait d'envoyer des syndicats et d'avoir un endroit où les gens peuvent discuter. A priori, ils pourraient discuter en soviet aussi, euh, puisque on parle quand même des soviets dans les articles 134 et 139. Article 134, les élections des députés à tous les soviets de députés de travailleurs, soviets suprêmes de l'URSS, soviets suprêmes des républiques fédérées, soviets des députés des territoires et régions, soviets suprêmes des régions autonomes, soviets de députés des travailleurs des régions autonomes, soviets des députés des travailleurs des districts, rayons, villes et localités rurales, Stanislas, je ne sais pas trop ce que c'est, villages, hameaux, Kishlak, Aoul, se font par les électeurs au suffrage universel égal et direct au scrutin secret. Bon, alors, il y a certains termes qui sont typiquement russes. Il y a les suffrages universels directs, qui constituent une certaine conscience. Mais on a une certaine mise en avant des soviets. Et article 139, les élections se font au suffrage direct. Les élections à tous les soviets de députés de travailleurs, depuis les soviets de députés de travailleurs, des localités rurales et des villes, jusqu'au soviet suprême de l'URSS se font directement au suffrage universel. On parle de soviets. Et surtout, article 142, chaque député est tenu de rendre compte aux électeurs de son travail et du travail du soviet de députés des travailleurs et peut être appelé à tout moment sur décision de la majorité des électeurs sur la procédure établie par la loi. Donc, un contrôle par la base avec des soviets. Dans les soviets, il est évident qu'il y a une possibilité de parler, de parlementer, de discuter. Alors, la question qui se pose quand on parle de la dictature et que des gens nous disent que la dictature du prolétariat, c'est celle du parti, c'est de savoir si en URSS, il y avait bien et bien une séparation du parti et de l'État, ce qui n'était pas tellement le cas de l'URSS, mais bien le cas de Cuba, par exemple, avec peut-être des critiques sur Cuba, mais une séparation du parti et de l'État qui a été fait, avec aussi un développement de leurs soviets à eux, qui sont les comités de défense de la Révolution, les CDR. Une séparation du parti et de l'État, qui doit être faite. Et bon, le contrôle à base par les soviets. Et de savoir effectivement si la dictature en URSS, réelle ou supposée, était celle d'un seul homme, était celle d'un groupe d'hommes, d'une nomenclatura, d'une bureaucratie, si c'était un régime autoritaire mais avec des éléments de démocratie, si il y avait beaucoup trop de pouvoir au sein du KGB et du NKVD, la question des purges, il y a toutes ces questions-là. Mais l'URSS, sur le plan au moins théorique, reconnaît une liberté d'association qui, théoriquement, n'empêche pas la création d'autres partis politiques. Il n'y a rien dans la Constitution de 1936 qui indiquerait qu'il soit interdit de créer un autre parti politique que le Parti communiste. En revanche, c'est vrai qu'elle met bien en avant le Parti communiste de l'URSS. Au passage, ce qu'il faut se rappeler, c'est que, de facto, plusieurs choses. Quand on veut critiquer l'URSS comme une dictature à parti unique. Plusieurs choses. La Russie a hérité d'une histoire violente. L'URSS a hérité de l'Empire russe, lui-même ayant un appareil d'État assez violent. Lénine disait que le tsarisme est 100 fois pire que le kaiserisme. Et il regrettait lui-même que l'appareil d'État soviétique soit au final, quelque part, comme l'appareil d'État tsariste repeint en rouge.
Il y a eu des événements, il y a eu une guerre civile de 1917 à 1922. Il y a eu une guerre civile. L'éphémère République russe de février 1917, qui a pris fin en octobre, était une république bourgeoise, oligarchique, au sens, euh, où elle n'était pas bâtie sur le suffrage universel. Elle n'était pas démocratique, elle était oligarchique. La République russe de 1917, celle de février 1917, puisque on était élu par pour se présenter, on était électeur sur un suffrage capacitaire. Capacitaire, ça signifie que les électeurs doivent. Un suffrage censitaire, c'est quand vos électeurs. Alors, un suffrage universel, c'est quand il n'y a pas de distinction de richesse, de rang social, tous les citoyens peuvent voter. Un suffrage censitaire, c'est à partir d'un certain taux d'imposition, une certaine assiette fiscale, que vous êtes en droit d'être électeur. Donc, seulement les riches, ou les personnes disposant d'un certain milieu, donc parmi les classes moyennes par exemple, on prive l'essentiel de la société du droit de vote, ainsi, ou alors on donne un vote inférieur en termes de voix, d'importance. On valorise le pouvoir des riches, hein, un système censitaire. Un système capacitaire, on va dire, c'est un peu plus souple. Un suffrage capacitaire, parce que vous avez d'un côté le côté richesse, avec l'assiette fiscale, et le fait que si vous avez un certain diplôme de l'enseignement supérieur, vous pouvez être électeur en fonction de ça, parce que vous êtes qualifié, jugé comme capable d'exercer votre droit de vote. Ce qui n'est pas donné aux classes populaires, et encore moins à celles de ces époques-là. Avec beaucoup de gens qui ne savent pas, par exemple, pas lire. Oui, ça c'est tout un problème de la démocratie, c'est d'apprendre aux gamins à lire et écrire, ou aux adultes aussi, parce qu'il y a l'éducation pour adultes. L'URSS a fait d'énormes efforts d'alphabétisation, donc elle a démocratisé l'enseignement. Elle de son côté. Bref, on va me dire, oui, je suis un gros tanky qui veut mousser l'URSS à fond, mais c'est vrai, elle a alphabétisé la population, donc elle a démocratisé l'enseignement, mis en place le suffrage universel direct. La question, c'est la question de l'autoritarisme. Enfin, très clairement. Ensuite, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que pendant la guerre civile, il y avait une opposition entre les rouges et les blancs. Bon, les blancs, on avait les réactionnaires, parmi lesquels les centurinoirs, donc l'extrême droite orthodoxe antisémite et tsariste. Les libéraux, les cadets, c'est des libéraux démocrates. Certains socialistes, type les SR de droite, par exemple, parce qu'il y avait des socialistes révolutionnaires de droite. La partie droitière du Parti ouvrier social-démocrate, le parti menchevique, les mencheviks. Et d'un autre côté, il y avait les rouges. Et les rouges, il y avait autant le parti bolchevique que les SR de gauche et le BUND, l'Union générale des travailleurs juifs. Alors, chez les SR, les socialistes révolutionnaires, il y a une scission entre les SR de droite et les SR de gauche. Voilà. Donc les SR de gauche ont naturellement rejoint les rouges, les armées rouges, communistes, socialistes. Et pareil, pour le Parti ouvrier social-démocrate russe, il y a les mencheviks, et qui sont la partie droitière, les blancs, et les bolcheviks, qui sont les rouges. Hein. C'est un peu plus compliqué que ça, parce qu'il y a même une fraction gauche du parti menchevik qui est favorable aux rouges, parce que elle est menée par Martov, qui est le meilleur ami de Lénine. Hein. La fraction gauche du parti menchevik. Mais bon, Lénine était contre ces gens-là parce que c'était quand même les armées blanches, donc les armées anti-communistes. Enfin, bref. Donc dans le sac, voilà.
Lénine a regretté un peu pas mal de choses vis-à-vis de Martov. Pas sans cela. Et quand. Alors, mais le truc, c'est que les SR de gauche et le Bund, ils ont disparu. Pourquoi est-ce que les SR de gauche ont disparu? Pourquoi les SR de gauche ont disparu? Fanny Kaplan. Il y avait une des SR de gauche qui s'appelait Fanny Kaplan qui a tenté d'assassiner Lénine. Imaginez les militants bolcheviques, ce qu'ils ont voulu faire au SR. Je vais parler vulgairement, vous avez voulu buter le big boss de votre parti. Ça rigole pas dans la société russe. Ça ne rigole pas. C'est des sociétés violentes. Nous, nos sociétés, on est des sociétés qui sont relativement pacifiées, qui ont aboli le service militaire, tout ça. La société russe est violente. Elle est violente, mais elle désirait la paix. Hein. Elle désirait la paix parce que Lénine leur a promis la paix face à l'Allemagne. C'est comme ça qu'elle arrive au pouvoir. C'est parce que les Russes en avaient marre de se faire tuer pour la France et l'Angleterre, face à une Allemagne industrialisée et face à une Russie qui à l'époque l'était pas. Passons. Donc les Serfs se sont fait massacrer parce qu'ils ont voulu buter Lénine. Mauvaise idée. Les bolcheviks se sont vengés. En fait, vous avez des gens qui sont vos alliés. L'un d'eux essaie de buter votre leader politique, votre meneur. Vous êtes dans une période de guerre civile. Les représailles, elles vont très vite. Très, très vite. Ça peut nous paraître choquant parce que c'est violent, c'est autoritaire, tout ce que vous voulez. Je vous le concède. Mais ça s'explique dans le contexte. On n'est pas là pour refaire l'histoire et dire qu'on va faire un procès à Lénine sur les serfs de gauche. Ça servira à rien. Le travail d'historien, c'est pour comprendre, pas pour juger. Bon, moi j'ai qu'une licence, mais l'approche historique, c'est comprendre, pas juger. Comprendre. C'est à partir du moment où on comprend bien qu'on peut peut-être un peu plus juger correctement si on veut, mais replaçons les choses dans leur contexte. Quant au Bund, c'est l'Union Générale des Travailleurs Juifs. Ils sont très minoritaires. Et l'Union Générale des Travailleurs Juifs, qu'est-ce qu'elle voulait? Défendre les droits des Juifs et des travailleurs. En l'occurrence, des travailleurs juifs, mais c'était une organisation universaliste. C'est-à-dire que c'était une organisation qui était socialiste, qui avait pour mission de défendre les juifs, parce que c'était des travailleurs juifs dans cette organisation-là. Ils étaient persécutés sous le régime tsariste, mais qui était pour l'émancipation de tous les travailleurs, qu'ils soient juifs ou non. Ils avaient cette priorité-là parce que c'était des travailleurs juifs dans cette association, enfin cette union, ce parti politique. Le parti, parce que c'est une association politique, c'est une organisation politique. Alors, on peut dire peut-être qu'ils sont peut-être pas organisés que le parti bolchevique. Non. Ils étaient très peu nombreux et ils ont tous rejoint le parti bolchevique. Pourquoi? Parce que le parti bolchevique, il a séparé l'Église de l'État. Rappelons que l'antisémitisme, à cette époque-là, et en général aussi, est d'origine religieuse. On va me dire, il y a l'antisémitisme racial, raciste, biologisant qu'ont développé les nazis, souvent en s'alliant avec les religieux, mais il y a ce que certains appellent plutôt l'antijudaïsme, qui est l'antisémitisme religieux de l'Église. Du côté musulman et du côté chrétien, il y a des tendances à rejeter la paternité juive, rejeter les juifs comme étant des croyants incomplets qu'il faut bien persécuter pour soit convertir de force, ou à considérer que ce sont les mecs qui auraient trahi Jésus ou Mahomet, enfin suivant le cas. Dans le cas russe, c'est l'Église orthodoxe. Étant donné qu'on a viré du pouvoir les mecs qui persécutaient les juifs, à savoir l'Église orthodoxe, le Bund s'est dit qu'il n'y avait plus aucune utilité à avoir leur propre parti. La mission de ce parti était remplie. Ils se sont dit, les bolcheviks sont quand même plus efficaces. Ils l'ont fait de séparer l'Église et l'État. Ils ont donc mis fin à la persécution de l'Église orthodoxe. Et, ah, il y avait, sans compter que parmi les bolcheviks, il y avait certains bolcheviks qui étaient d'origine juive.
enfin, je dis d'origine juive, mais pas juive, parce qu'il y a beaucoup de bolcheviks qui, en tant que marxistes, sont athées en termes de croyances personnelles. Donc voilà. Bon, il y a aussi sûrement des croyants dans le lot, mais la plupart sont matérialistes. Voilà. Quand on est marxiste, on est censé. Aujourd'hui, ça s'entend moins, c'est malheureux, mais bon, on a une époque où on descend, où on régresse peut-être un peu de ce côté-là, mais un communiste sérieux est matérialiste. C'est vrai que après, on peut être religieux et dans le domaine politique, dans le domaine scientifique, utiliser être matérialiste au sens où on utilise une analyse du monde qui met en premier lieu la matière qui est scientifique, rationnelle, moderne, cette base philosophique-là, mais la religion est un idéalisme philosophique, c'est-à-dire l'inverse d'un matérialisme. Il y a la croyance en l'immortalité de l'âme, en une âme comme un truc immatériel qui sort du corps, ou un truc au-delà de la nature, au-delà de l'univers qui serait un dieu, c'est idéaliste, c'est pas matérialiste. Alors, il peut y avoir des croyants qui peuvent être de bons camarades, qui peuvent être de bons communistes, j'en doute pas. Mais dans le domaine politique, vous ne devez pas être des chrétiens, des juifs ou des musulmans, vous devez être des communistes. En vie privée, private life, comme disent les Anglais, vie privée comme disent les Français, votre religion, c'est votre affaire privée. Et vous avez le droit. Mais l'esprit religieux n'a rien à faire dans le domaine professionnel ou politique, ou scientifique, ou académique. Parce que c'est un truc qui est subjectif, qui n'est pas collectif. Quand on est collectiviste, on essaye de rassembler les gens. Bref, là j'ai dérivé un peu, mais en tant que communiste, on est athée. Enfin, en général, on doit, pour s'efforcer d'avoir une méthode, une méthodologie, une pensée la plus matérialiste possible. Il faut mieux s'éloigner de la religiosité, surtout en politique. Euh, voilà. Donc, il y avait beaucoup de dirigeants bolcheviques, enfin, beaucoup, c'est une certaine part, enfin, la proportion exacte, je ne l'ai pas en tête, c'est qu'il y en a qui viennent on va dire d'origine chrétienne ou musulmane ou tout ce que vous voulez, beaucoup qui sont athées, et du coup, beaucoup qui sont athées, du coup, ces personnes, par exemple, qui étaient d'origine juive, sont à même de comprendre ce qu'est un peu l'antisémitisme. Oui, parce que les antisémites, en général, le sont par rapport, pas qu'à travers les individus, à travers les croyances personnelles, mais ont tendance, dans le cas raciste, c'est encore pire parce qu'on ne peut pas s'en défaire, mais à discriminer et à persécuter les juifs par rapport à leur filiation, par le fait d'avoir des parents juifs, parce que ça se transmettrait. Si bien que, par exemple, si vous regardez l'Espagne, après la Reconquista, qui met en place les certificats de limpieza de sangre, là c'est plus par rapport aux musulmans, mais ça peut se faire par rapport aux juifs, pour savoir si pour vérifier en fait en termes d'ascendance les gens, enfin on discrimine les gens par termes d'ascendance religieuse, de famille religieuse, et selon un principe héréditaire, parce que les nouveaux convertis on s'en méfie, voyez-vous, dans ce système-là. Donc vous avez des gens qui sont à même de comprendre un peu ce que c'est l'antisémitisme, de compatir pas mal. Raison pour laquelle le Bund n'a pas vu l'utilité de continuer à faire bande à part, surtout qu'ils étaient un tout petit parti qui de toute façon, même s'il aurait continué à exister, n'aurait pas fait le poids face au PCUS. Enfin, à l'époque, de 1917 à 1922, il n'y a pas encore de date de création officielle de l'URSS parce que c'est la République socialiste fédérative russe, parce que on n'a pas encore institué l'Union soviétique formellement, là, c'est en pleine guerre civile. Bref. Et donc, de facto, ce qui s'est imposé, c'est, du fait de ces circonstances-là, la mainmise sur le pouvoir du Parti communiste.
Mais constitutionnellement, si on regarde la Constitution, pas de 1924-1936 que je vous ai exposé là, il faudrait qu'il y ait des gens qui s'attardent sur celle de 1924, mais moi je vous parle de la Constitution Staline. Oui, je vais me faire traiter de stalinien. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand on évoque le stalinisme, c'est à lui qui est associé le parti unique. Constitutionnellement, c'est pas le cas. De facto, c'est le cas. Il n'y a pas d'autre parti que le Parti communiste. Comment se fait-il que les soviétiques n'aient pas eu volonté, par exemple, de créer soit d'autres partis communistes concurrents, si par exemple ils voulaient créer des trucs, on pourrait imaginer qu'ils se soient satisfaits certains communistes se soient satisfaits de l'existence de plusieurs courants en interne du Parti communiste ou tendances, défaut de fraction. Euh, Après, c'est vrai que la mainmise d'un secrétaire général, ça peut être un peu problématique pour la démocratie politique en termes de contre-pouvoir. Ou partis non communistes, hein, ça peut être des partis sociodémocrates ou des partis sur divers sujets divers et variés, ou peut-être même des partis qui ne seraient pas communistes, mais qui auraient donné une certaine impulsion aux communistes aussi. Parce que avoir un concurrent politique, ça peut vous obliger à vous contraindre à convaincre les masses et à les rallier. Ça stimule un peu une forme de dynamisme politique. Hein, comment se fait-il qu'il n'y ait pas d'autres partis qui se soient créés en URSS? Alors que du point de vue de la Constitution, manifestement, il y a une liberté d'association qui est prévue. Ça, c'est toute une question. Quel a été le poids des purges? Ça peut être un élément explicatif. Quel a été le poids de KGB, du NKVD, de, de l'appareil d'État soviétique en général? Ça, c'est une autre question qui est à se poser. Les forces de l'ordre, etc., enfin, de l'armée rouge. Ça, ce sont les questions à se poser. Euh, Moi, je suis quelqu'un qui suis contre le parti unique, j'estime qu'il faut des contre-pouvoirs. Mais du point de vue de la constitution soviétique, il est manifeste qu'elle n'est pas la constitution stalinienne, au sens du moins où on entend stalinienne, elle est au sens où elle a été dirigée à l'époque stalinienne, et que Staline n'y a pas été pour rien. On peut aussi savoir qui l'a co-rédigé, c'est parce qu'il n'a peut-être pas rédigé tout seul. Qu'est-ce qu'il fait dans les faits? Il n'y a pas eu d'autre parti que le Parti communiste de l'Union soviétique. Je pose la question. Qu'est-ce qu'il fait qu'il n'y a pas eu de parti concurrent? Il y a des libertés fondamentales, libertés civiques, dont les libertés de citoyens, qui sont assurées par la Constitution de 1936. Ce n'est pas officiellement, du moins, un État à parti unique. Officieusement, oui. Officieusement, dans les faits, de facto. De jure, ce n'est pas un État à parti unique dans la Constitution de 1936. Je vous mettrai la Constitution de 1936 en description. Attention, attention. C'est pas. Comme je ne peux pas vous garantir que ça soit en HTTPS, ça sera en plusieurs. Le lien sera morcelé. Vous ne pourrez pas accéder directement au lien. Vous ferez l'opération vous-même de reconstituer les espaces pour copier l'adresse mail, l'adresse web, pardon, pas l'adresse mail, qui vous mène au site. Parce que j'ai eu ce même problème où j'ai dû, pour remettre en circulation une vidéo, corriger le truc parce que c'était pas un lien HTTPS, ce qui est normal, hein, c'était sécurisé le truc, mais il y a des sites qui sont pas, malheureusement pas en HTTPS. Et voilà. Et donc, je dois vous mettre le truc en source. Et n'ayez pas, les gars, un avis tranché. Que vous soyez pour, contre l'URSS en disant oui, c'est une dictature, oui, c'est une démocratie. Essayons de creuser la nuance sur le sujet, d'évoquer quelles sont vos sources historiques, quels sont vos textes juridiques, constitutionnels, enfin, quels sont les faits historiques à l'appui de vos arguments, etc., etc., qui expliqueraient votre propos. Il y a une diabolisation de l'URSS qui va à fond les ballons. L'URSS n'était pas parfaite, elle avait des défauts de démocratie politique, bien entendu.
Mais elle n'était pas que la dictature qu'on veut lui présenter la plus brutale et la plus inhumaine. C'est un régime qui a été progressiste sur un certain nombre de droits sociaux, de logement, d'éducation, de santé, et qui n'était pas le tsarisme, au moins. Alors il y a eu des défauts, ouais. Qui n'était pas qui aussi a mis en place le suffrage universel, là où la République de février n'a pas pu le faire, ne l'a pas fait, pas pu ou pas voulu. Euh, Quand même ce qu'on pourrait appeler une authentique 100% République bourgeoise, puisque c'est pas un suffrage universel, la République russe de février. Donc voilà, malgré tout, l'URSS a des mérites. Moi, je ne suis pas un turbo-stalinien ou un stalinien. On va me classer comme ça parce que je suis communiste, je suis pour le socialisme dans un seul pays, je suis pour le parti d'avant-garde, je suis pour l'analyse économique marxiste, l'analyse de Lénine sur l'impérialisme, etc., etc. Donc il pourrait y avoir des stalls qui me diront que je suis leur camarade ou que je ne suis pas leur camarade, ou des trots qui me traiteront de stalinien. Moi, je suis en désaccord avec eux sur la question nationale. Je peux être en accord sur le fait qu'il y ait eu des dérives bureaucratiques en URSS, quoique je n'aime pas ce terme, puisqu'il a une connotation libertaire qui m'insupporte. Moi, je suis un démocrate, pas un libertaire. Je suis ni autoritaire ni libertaire, je suis démocrate. L'opposition, il faut toujours avoir un cadre, une autorité, pour avoir un régime en place, mais il faut qu'il y ait des contre-pouvoirs. Moi, je suis un républicain. Pour le côté contre-pouvoir, il faut qu'il y ait une participation populaire, des contre-pouvoirs. Je suis un démocrate. C'est pour ça que je suis communiste. Parce que je suis communiste parce que je suis démocrate. La question de la nature réelle du régime politique en URSS, c'est une question passionnante. C'est une question passionnante et qui devrait être prioritaire chez les mecs qui se revendiquent du marxisme-léninisme. Parce que vous avez des turbo-staliniens. Bon, parfois ils sont un peu ridicules. Parfois on se dit que Staline les aura fait mettre au goulag. J'ai envie de rire en disant que ça aurait été rire plus ou moins moitié, en disant qu'il aurait eu raison de les mettre au goulag, mais il y en a qui sont insupportables. Des militants qui veulent jouer aux staliniens et qui ne correspondent pas vraiment au modèle soviétique, qui avaient des avantages qu'on n'avait pas forcément en termes de rigueur intellectuelle, par exemple. Mais vous avez des gens qui sont des caricatures de staliniens, qui sont des gauchistes stalinoïdes, qui ne rendent pas honneur à ce qu'était l'Union soviétique, qui perpétuent toutes les pires caricatures sur l'URSS, et qui surtout ne sont pas des démocrates. Moi, si on pourrait me traiter de stalino-jaurésien. Hein. Je suis léniniste sur certains points et jaurésien sur d'autres. Jaurès n'est pas un social-démocrate, c'est un communiste, enfin, au sens collectiviste, au sens d'un socialisme collectiviste. Voilà. Ne l'oubliez pas. Au sens où il y a le socialisme et la République, le socialisme et la République jusqu'au bout avec un maximum de démocratie, je suis entièrement d'accord avec Jaurès. Et avec Lénine sur la nécessité d'avoir un parti d'avant-garde pour organiser le prolétariat, qui instruise ce prolétariat avec un centralisme démocratique, cependant avec un droit de tendance, pas de fraction mais de tendance. Voilà, enfin. Voilà, donc camarades et citoyens, camarades et citoyennes, j'invite vraiment à avoir l'esprit critique, à aller voir les sources, à regarder la constitution des pays socialistes, à vous poser des questions sur le droit, l'économie, les rapports de force politiques dans ces régimes-là, l'histoire politique de chaque pays qui est différente, voilà, et à vous faire votre propre avis. Je suis pas là pour être votre boss et pour vous dire, pour être votre patron et vous dire, vous devez faire ça, sinon vous serez puni ou récompensé. Moi, c'est pas mon rôle. Moi, je suis là pour vous dire, allez voir les sources, allez voir les documents, argumentez, ayez des documents pour argumenter, pour essayer de savoir quels sont les faits, quels sont les arguments logiques que vous pouvez avancer. Et là, vous pouvez avoir un discours le plus intelligent possible sur le sujet. Il faut faire de l'histoire et faire de la philosophie et de l'économie quand on est communiste. Quand on est un populiste de droite ou un populiste de gauche, hein,
populiste de gauche, c'est-à-dire un social-démocrate véreux, aujourd'hui. Il peut y avoir des choses intéressantes dans le populisme de gauche à la base, mais aujourd'hui, c'est de la social-démocratie véreuse. Euh, Quand on a un populiste de gauche ou un populiste de droite, c'est aussi véreux le populiste de droite parce qu'ils se font bananer leurs électeurs autant que les populistes de gauche. Eh bien, on a juste à raccracher des éléments de discours. Là, quand on est communiste, quand on est marxiste, marxiste-léniniste, jaurésien, léniniste, tout ce que vous voulez, marxiste, ou même marxiste et hétérodoxe, en fait, vous devez, quand vous êtes dans cette situation-là, considérer qu'il est votre devoir de rechercher la vérité, de chercher les faits. Je vais citer Jaurès, hein, le courage, c'est de chercher la vérité et de la dire. Donc, il faut chercher quels sont les éléments de vérité sur lesquels vous pouvez argumenter, les éléments factuels. Ça ne nous empêche pas d'avoir une libre argumentation sur le sujet, mais avoir les faits concrets, c'est quand même pas mal pour argumenter. Autant avoir du solide. La logique, les faits. Ça devrait être la base sur laquelle on construit le communisme. Et vous avez des gens qui ne le font pas. Il y a des gens qui sont dans une approche de dogmatisme insupportable. Voilà. Et bien, la Constitution de 1936, c'est un fait. Elle existe. Son application, c'en est un autre. Son application, façon dont elle est appliquée, ça c'en est vraiment un autre, de fait. Mais voilà. Il faut regarder ce qu'elle prévoit, hein, la Constitution de 1936. Sur ce, camarades et citoyens, camarades et citoyennes, je vous souhaite de prendre bien soin de vous, faire attention à ce mois d'août où il a fait très chaud. Hein, c'est pour ça que j'ai un peu ralenti le rythme des vidéos. La chaleur, la transpiration, la fatigue, l'appétit et compagnie. Enfin, voilà. Et voilà, enfin, le sommeil un peu troublé par la chaleur. Hydratez-vous bien. Il n'y a pas que. Je ne dis pas ça qu'aux personnes âgées, aux jeunes aussi. Aux jeunes et aux vieux comme moi, enfin, aux vieux de 27-28 ans comme moi. Mais de bien prendre soin de vous, question santé, de prendre soin de vous, de beaucoup vous hydrater, de prendre soin de vous. Et on se retrouvera pour un prochaine vidéo, un prochain épisode de Matérialisme populaire. Et n'hésitez pas, les gars, si vous voulez, à venir sur mon Discord. Ça peut toujours être sympa de discuter. Je rajoute ça. Raison, égalité, camarades, nous vaincrons.